À un moment donné, je l'ai prise dans mes bras, et ma belle-fille s'est mise à hurler de terreur, hystérique. Robert a immédiatement commencé à jurer, et sous les yeux d'Hélène, notre gouvernante, il m'a accusé de maltraiter l'enfant. Poussé par le soupçon, j'ai secrètement caché une minuscule caméra dans leur chambre pendant que personne n'était à la maison. Quand j'ai regardé l'enregistrement cet après-midi-là, toutes mes forces m'ont soudainement abandonné. Mais avant de plonger dans cette histoire, s'il vous plaît, laissez un commentaire pour me dire d'où vous lisez ceci. N'oubliez pas d'aimer et de vous abonner à la page. L'odeur épicée des saucisses grésillant dans la poêle chaude emplissait la cuisine d'un blanc immaculé. Il n'était que 5 heures du matin. Mais Catherine, un tablier noué à la taille, était déjà à pied d'œuvre. Au cours de ses 3 mois de mariage avec Robert, Catherine avait décidé de devenir une épouse et une belle-mère parfaite. Elle savait que ce ne serait pas une tâche facile de remplacer la mère biologique de Maya. La petite fille, une enfant silencieuse de 5 ans, représentait le plus grand défi de sa vie. Sur une petite assiette rose, Catherine disposa soigneusement les œufs brouillés et les saucisses grillées en forme d'ourson. Elle sourit, satisfaite. Elle espérait que Maya mangerait son petit déjeuner ce matin sans qu'il faille la supplier. « Quelle délicieuse odeur, ma chérie !» résonna une voix profonde derrière elle. Catherine se retourna et vit Robert, droit comme un nid dans son costume parfaitement repassé, prêt à partir travailler. Son mari était vraiment un bel homme. Des traits définis, une mâchoire forte, le genre d'homme auprès duquel n'importe quelle femme se sentirait protégée. Catherine se considérait chanceuse. Robert était un veuf riche et aisé, et Catherine sentait qu'il l'aimait sincèrement. « C'est pour Maya. »« Hier, elle a dit qu'elle voulait des saucisses, » répondit Catherine en enlevant son tablier. Elle s'approcha de son mari et ajusta le col de sa chemise qui était légèrement de travers. « Tu veux un café maintenant ?» Robert hocha la tête, mais son regard n'était pas fixé sur Catherine. L'homme faisait déjà défiler l'écran de son téléphone. Quelques messages d'un client. « S'il te plaît, fais-le bien serré, Madame Catherine, » dit-il. Catherine fut un peu surprise que Robert l'appelle Madame, cela semblait trop formel, comme s'il parlait à une collègue et non à sa femme. Mais Catherine chassa cette pensée. Peu. Être que Robert n'utilisait cette appellation que pour que Maya fasse de même. En effet, Maya avait encore du mal à l'appeler maman. Peu après, le bruit de petits pas se fit entendre depuis l'escalier. Maya apparut dans un uniforme de maternelle un peu trop grand. Ses cheveux étaient attachés en queue de cheval, mais semblaient assez en désordre. « Bonjour, mon trésor de Maya !» la salua Catherine d'une voix joyeuse. Peu. Être avec un enthousiasme un peu exagéré pour encourager l'enfant. Maya s'arrêta au bas de l'escalier. Le visage de la petite fille était pâle. Ses grands yeux ronds fixèrent Catherine, puis se tournèrent rapidement vers son père assis à la table de la salle à manger, sans un sourire, sans un mot. Maya avança la tête baissée, les épaules rentrées, comme si elle traversait un couloir hanté, et s'assit sur la chaise la plus éloignée de Catherine. « Viens, maman va d'abord arranger tes cheveux. Ils sont un peu en désordre, » dit Catherine doucement. Elle tendit la main pour toucher les cheveux de Maya. « Non !» Maya sursauta, son petit corps reculant, et la chaise grinça bruyamment sur le sol en marbre. La main de Catherine resta figée en l'air, et son cœur fit un bond. Elle avait réagi de manière excessive. Elle voulait juste arranger ses cheveux. Elle ne voulait pas lui faire de mal. Un silence soudain tomba sur la table. Seul le tintement de la cuillère de Robert remuant sa tasse de café brisait le silence. Robert posa son téléphone. Il lança à Catherine un regard difficile à interpréter. Calme, mais perçant. « Catherine, » dit Robert à voix basse. « Je t'ai déjà dit de ne pas forcer les choses. Tu lui fais peur. Je voulais juste arranger ses cheveux, mon chéri. » « Je n'avais aucune autre intention, » se défendit Catherine d'une voix tremblante. Elle retira sa main et serra les poings sous la table. « Pardon, Maya. Je ne voulais pas te faire peur. » Maya ne répondit pas. La petite fille baissa profondément la tête et fixa les œufs brouillés en forme d'ourson devant elle. Ses petites mains tremblaient en tenant la cuillère. Catherine le remarqua. Pourquoi tremble-t-elle, Maya? Sa belle-fille la voyait-elle vraiment si méchante? Le petit déjeuner se déroula dans un silence tendu. Catherine essayait d'avaler sa nourriture, mais avait l'impression d'avaler des pierres. Elle regarda Robert, espérant que son mari dissiperait la tension, mais Robert était de nouveau occupé à répondre à des messages sur son téléphone, comme si le petit drame n'avait jamais eu lieu. L'heure du départ arriva. Catherine les accompagna sur la terrasse. La routine matinale autrement chaleureuse, les adieux et les étreintes, était toujours le moment le plus gênant dans cette maison. « Maya, maman a mis ton goûter dans ton sac, » dit Catherine en s'agenouillant pour être au niveau de la petite fille.
Maya se tenait raidement à côté de la voiture de son père. Les yeux de la petite fille étaient troubles. Ils allaient et venaient avec inquiétude entre le visage de Catherine et celui de Robert qui se dressait derrière elle. « Dis merci à Madame Catherine, » ordonna Robert. Sa voix était calme, mais il y avait une intonation qui fit se hérisser les poils de Catherine. Maya avança en hésitant, tendit sa petite main. Lorsque la peau de Catherine toucha celle de Maya, Catherine sentit à quel point la main de la petite fille était glaciale. Une sueur froide la recouvrait. « Prends soin de toi à l'école, ma puce, » murmura Catherine, tandis que son instinct maternel submergeait. Elle ne supportait pas de voir Maya si effrayée. Dans un mouvement soudain et involontaire, Catherine se pencha pour donner un baiser sur la joue de Maya en signe d'affection. « Non !» Le cri de Maya déchira le matin silencieux. La petite fille repoussa brutalement la main de Catherine, s'enfuit et se cacha derrière les jambes de Robert. Son corps tremblait violemment. Elle halétait comme si elle était poursuivie par une bête sauvage. « Papa, papa !» pleura Maya en s'agrippant convulsivement au pantalon de Robert. Catherine resta agenouillée, stupéfaite. La honte et la confusion se mêlaient en elle. Le voisin, qui arrosait justement ses fleurs, leva les yeux vers eux avec méfiance. Robert soupira, comme s'il était mortellement épuisé de devoir gérer cette situation. Il se pencha, caressa la tête de Maya, puis regarda Catherine avec un regard acéré et accusateur. « Qu'est-ce que tu lui as fait pendant que je prenais ma douche, Catherine ?» demanda Robert. Sa voix était basse, mais pleine de reproches. « Pour l'amour de Dieu, mon chéri, je n'ai rien fait. Je venais à peine de me lever et de cuisiner. Un enfant ne réagirait pas comme ça sans raison. Ça suffit, » coupa froidement Robert, ouvrant la portière de la voiture et installant Maya sur le siège passager. Avant de monter côté conducteur, Robert jeta un dernier regard à Catherine. Ce n'était pas le regard d'un mari aimant, mais celui d'un procureur. « Nous parlerons ce soir. Je n'aime pas les scènes de si bon matin. Les voisins nous voient. Catherine, comporte-toi. » La voiture s'éloigna, laissant Catherine agenouillée sur la terrasse. Les larmes lui montèrent aux yeux. Sa poitrine se serra, douloureuse comme si elle était prise dans un étau. Elle avait tout donné, ses économies, son temps, son amour. Mais pourquoi Maya la regardait-elle comme si elle était un monstre? Catherine se releva sur des jambes tremblantes. En se retournant pour rentrer dans la maison, elle vit quelque chose près du grand pot de fleurs à côté de la porte. C'était le cahier de dessin de Maya. Elle avait dû le faire tomber en s'enfuyant. Catherine le ramassa. Le cahier s'ouvrit sur une page fraîchement coloriée. Le crayon rouge dominait l'image. Elle représentait 3 bonshommes allumettes. Un homme grand, un petit enfant et une femme aux cheveux longs, qui avait un trait effrayant. La silhouette féminine était dessinée avec une bouche immense, coloriée en noir, et des bras démesurément longs, comme si elle était sur le point de saisir la gorge de l'enfant. Et au-dessus de la silhouette féminine, l'écriture maladroite de l'enfant disait « Méchante maman !» Le sang de Catherine se glaça. Mais pas seulement à cause de l'écriture, mais parce qu'elle remarqua un autre détail dans le coin du papier. Les traces de crayon étaient extrêmement profondes, comme si l'artiste avait dessiné avec une colère ou une terreur réprimée. Et ce qui était encore plus terrifiant, Catherine reconnut le motif de la robe de la méchante maman. C'était exactement le même que celui du pyjama qu'elle portait souvent. Qui avait appris à Maya à dessiner une telle chose? Le téléphone de Catherine se mit à vibrer. Un message d'un numéro inconnu. Il ne contenait qu'une seule phrase courte. « Votre mari est un excellent conteur, mais il a oublié de boucher un petit trou. » Le message mystérieux du numéro inconnu tourna en boucle dans la tête de Catherine toute la journée. « Votre mari est un excellent conteur, mais il a oublié de boucher un petit trou. » Cette phrase se répétait dans sa tête comme une cassette défectueuse, empoisonnant sa concentration dans son bureau parisien. Pourtant, Catherine tenta de chasser ses soupçons. Elle décida de croire que ce n'était que l'œuvre d'un harceleur, ou peut être d'une des ex-petites amies de Robert qui n'avait pas encore tourné la page. Elle ne voulait pas ruiner son jeune mariage à cause d'une provocation numérique obscure. Après le travail, Catherine décida de passer au centre commercial Les 4 Temps, dans un grand magasin de jouets. Elle se souvint que la semaine dernière, Maya avait longuement regardé un ours en peluche marron avec un ruban rouge dans la vitrine. Catherine pensa qu'une surprise pourrait être un rameau d'olivier entre elles. Être que cette poupée ferait oublier à Maya la peur du matin. Le cœur plein d'espoir, elle ramena à la maison la grande boîte emballée dans du papier cadeau arc-en-ciel. La nuit commençait à tomber lorsque la voiture de Catherine entra dans la cour de la villa de Neuilly-sur-Seine. La voiture de Robert était déjà garée. Son mari était rentré tôt. « Je suis rentré !»
dit Catherine en ouvrant la porte d'entrée. La maison était silencieuse, mais l'air froid de la climatisation pénétra immédiatement sa peau. Dans le salon, Catherine vit Maya assise sur le tapis, en train de faire un puzzle avec Hélène, la gouvernante, qui était restée avec eux depuis que Robert était devenu veuf. Quand Hélène vit Catherine, elle sourit respectueusement et hocha la tête. La réaction de Maya, cependant, fut tout autre. La petite fille cessa immédiatement d'assembler les pièces du puzzle. Son corps se raidit, ses yeux s'écarquillèrent de prudence, comme si ce n'était pas sa belle-mère qui arrivait, mais un prédateur. « Comment vas-tu? Mon trésor de Maya, regarde ce que maman t'a apporté. » Catherine tenta d'ignorer le rejet de l'enfant. Avec un large sourire, elle s'approcha, cachant la douleur dans son cœur. Elle s'agenouilla à côté du tapis et tendit le paquet cadeau. « C'est l'ours que tu as vu l'autre fois au centre commercial. On l'ouvre ensemble, d'accord ?» Maya ne bougea pas. Sa respiration devint lourde et rapide. « Allez, ma puce. Maman l'a acheté juste pour toi. » insista Catherine à nouveau, tendant la main avec une légère insistance pour toucher l'épaule de Maya. « Ne t'approche pas !» Le cri fut plus aigu, plus fort et plus hystérique que celui du matin. Maya bondit, donna un coup de pied dans les pièces du puzzle qui s'éparpillèrent, puis arracha la boîte des mains de Catherine. Avec une force dont on ne pouvait deviner l'origine, l'enfant lança la boîte de toutes ses forces vers Catherine. Clac! Le coin dur de la boîte heurta en plein la tempe de Catherine. La douleur se propagea instantanément, suivie d'un vertige momentané. Catherine tomba en arrière, se tenant la tempe lancinante. « Oh mon Dieu! Maya, qu'est-ce que tu fais ?» Hélène ne savait pas qui aider. Mais Maya ne s'arrêta pas là. Elle recula jusqu'à ce que son dos heurte le mur, et, se bouchant les oreilles, cria « Va-t'en! Va-t'en! Ne me fais pas de mal! À l'aide, papa! À l'aide !» Catherine la regarda. Bouche bée. « Ne me fais pas de mal !» Quand l'avait-elle jamais blessée? Que se passe-t-il ici? Une voix de tonnerre figea tout le monde dans la pièce. Robert sortit de son bureau, le visage rouge. Il balaya du regard le chaos qui régnait dans le salon. Le puzzle éparpillé, la boîte cadeau cabossée, Catherine se tenant la tempe et Maya sanglotant hystériquement dans un coin. Sans poser de questions, Robert se précipita vers Maya, la souleva et la serra fort contre lui. « Chut! Calme-toi, ma puce. Papa est là. Papa est là. Personne ne te fera de mal. » Lorsque les pleurs de Maya se calmèrent un peu pour se transformer en reniflements, Robert se tourna vers Catherine. Son regard était si froid et plein de haine que Catherine aurait voulu s'enfoncer sous terre. « Qu'est-ce que tu lui as fait, Catherine ?» murmura Robert. « Mon chéri, je lui ai juste donné un cadeau, » tenta d'expliquer Catherine, mais sa voix se brisa à cause des larmes retenues. Elle me l'a soudainement jeté au visage. « Regarde, ma tempe est déjà bleue. »« Arrête ton mélodrame, » hurla Robert. Hélène se recroquevilla de peur. Un enfant ne réagit pas comme un fou s'il n'est pas provoqué. Tu t'es sûrement encore imposé, n'est-ce pas? Tu l'as forcé à accepter ta fausse gentillesse, juste pour paraître une bonne fée marraine aux yeux des autres. Sur mon honneur, mon chéri, j'étais sincère. Garde tes larmes, coupa Robert brutalement. Il pointa son index vers le visage de Catherine tout en serrant, de sa main gauche, la tête de Maya contre sa poitrine, couvrant les yeux et les oreilles de la petite fille comme pour la protéger d'un monstre. Si tu n'es pas prête à être une mère, dis-le. N'utilise pas ma fille comme un cobaye pour tes émotions. Regarde, tu l'as traumatisée. Robert tourna le dos à Catherine et monta Maya à l'étage sans un regard en arrière. Hélène, nettoyez ce désordre. Et ce soir, ne laissez pas Madame Catherine entrer dans la chambre de Maya. Je ne veux pas que Maya soit davantage stressée. Catherine resta seule au milieu du salon. Sa propre employée de maison avait été témoin de la chute en morceaux de sa dignité. La douleur à sa tempe n'était rien comparée à la douleur poignardante dans sa poitrine. Elle se sentait jugée par son propre mari dans sa propre maison. « Ne vous en faites pas, madame », murmura Hélène en commençant à ramasser les pièces du puzzle. La petite Maya devait juste être très fatiguée. Catherine ne répondit pas. Elle aida Hélène. Elle ramassa la boîte de la poupée qui avait été jetée. Alors que Catherine soulevait la boîte, quelque chose tomba d'entre les coussins du canapé, là où Maya venait de s'asseoir. Un petit objet noir musique. Catherine pensa d'abord que c'était une pièce de puzzle ou un Lego, mais quand elle le ramassa, son front se plissa. C'était une clé USB en forme de personnage de dessin animé, mais son capuchon était légèrement ouvert, révélant une minuscule lumière rouge clignotante. C'était très petit, presque imperceptible si la pièce n'était pas sombre. Catherine connaissait ce genre d'appareil. Ce n'était pas un simple support de stockage. C'était un enregistreur vocal.
le dernier modèle, capable d'enregistrer en continu pendant des heures. Le cœur de Catherine se mit à battre la chamade. Un appareil d'écoute entre les coussins du canapé du salon, exactement là où Maya avait l'habitude de jouer. Qui l'avait mis là? Robert écoutait-il ses conversations avec Maya à chaque minute de la journée pour y trouver une faille? Ou avait-on ordonné à Maya de le porter sur elle? Avant que Catherine ne se dirige vers sa chambre, son téléphone sonna de nouveau. Un message du même numéro que le matin. Catherine l'ouvrit. Haletante. Cette fois, ce n'était pas du texte, mais une photo. Les yeux de Catherine s'écarquillèrent. Le téléphone faillit lui glisser des mains. La photo montrait un ticket de caisse de pharmacie daté d'il y a 2 jours. Le nom de l'acheteur était clairement lisible. Robert Horvat. Mais ce n'était pas le nom de l'acheteur qui glaça le sang de Catherine, mais le nom du médicament acheté. C'était un puissant dépresseur du système nerveux central. Un médicament habituellement administré aux patients atteints de maladies mentales graves, pouvant provoquer des hallucinations et de la paranoïa. Et sous la photo, l'expéditeur mystérieux avait ajouté une phrase qui fit flageoler les jambes de Catherine. « Demandez à votre parfait mari dans le lait de qui il mélange ça tous les soirs ?» Cette nuit-là, la luxueuse villa de 2 étages ressemblait à une prison souterraine glaciale. Catherine était assise sur le bord du lit de la chambre d'amis, exilée là pour la nuit sur ordre de Robert. Le téléphone était brûlant dans sa main, comme s'il lui brûlait la paume. La photo du ticket de caisse avec le médicament puissant brillait toujours à l'écran. Allopéridol. Catherine avait fait des recherches sur Internet. Un antipsychotique. Un médicament pour soulager les symptômes de maladies mentales graves, les hallucinations et les délires. Pourquoi Robert avait-il acheté un médicament aussi puissant? Et le message de l'expéditeur mystérieux résonnait à ses oreilles. « Demandez à votre parfait mari. Dans le lait de qui il mélange ça tous les soirs ?» La poitrine de Catherine se serra. Sa logique luttait contre son amour pour Robert. Robert était dur et parfois cruel, mais empoisonner sa propre fille était une accusation trop grave. Pourtant, la réaction hystérique et anormale de Maya, le regard vide de la petite fille et sa terreur extrême. Peut-être que c'étaient les effets secondaires du médicament. Catherine ne pouvait pas rester assise. Elle devait en avoir le cœur net. À pas prudent, elle se glissa hors de la chambre. Il était 23 heures. Les lumières du salon étaient déjà éteintes. Seule la faible lueur des lampes de jardin filtrait par la fenêtre. Catherine se dirigea vers la cuisine. Elle n'avait qu'un seul but. La poudre pour boisson chocolatée de Maya, qui se trouvait sur le plan de travail de la cuisine. Sa main tremblait en attrapant la boîte. Elle ouvrit le couvercle, renifla. L'odeur était normale, comme une poudre pour boisson cacaotée ordinaire. Catherine prit une cuillère et remua la poudre, cherchant quelque chose qui n'avait rien à y faire, une poudre blanche d'une autre couleur. « Tu cherches de la mort au rat ?» La voix qui retentit soudainement de la porte de la cuisine fit sursauter Catherine violemment. La boîte de poudre tomba de ses mains, et la poudre chocolatée se répandit sur le carrelage blanc. Robert se tenait là, appuyé contre le chambranle de la porte, les bras croisés sur sa poitrine. La moitié de son visage était dans l'ombre, ce qui rendait son expression encore plus effrayante. Il n'avait pas l'air endormi du tout. « Mon chéri. »« Robert, » balbutia Catherine. « Je voulais juste me faire un lait chaud. J'ai du mal à dormir. » Robert s'avança lentement vers elle. Le bruit de ses pas lourds résonnait dans la cuisine silencieuse. Il s'arrêta juste devant Catherine. Il regarda avec dégoût la poudre répandue sur le sol. « Ne mens pas, » murmura Robert. « Tu me soupçonnes, n'est-ce pas? Tu t'es comporté bizarrement toute la journée. Tu m'espionnes constamment. » Catherine rassembla son courage. Il était temps de poser des questions. Elle ne devait pas reculer. « Mon chéri, j'ai juste une question. Maya n'est pas malade, n'est-ce pas? Je veux dire, elle n'a pas une maladie qui nécessiterait un médicament spécial ?» Le front de Robert se plissa profondément. « Qu'est-ce que tu veux dire? » Ce matin et cet après-midi, les réactions de Maya n'étaient pas normales, mon chéri. Un enfant ne devient pas hystérique sans raison. Je crains qu'elle n'ait reçu le mauvais médicament, ou que quelqu'un lui ait donné quelque chose qui la fasse halluciner. Catherine tenta de choisir ses mots avec le plus de prudence possible, évitant une accusation directe. Un moment de silence s'ensuivit, puis Robert se mit à rire. C'était un rire sec, sans humour. Il secoua lentement la tête et regarda Catherine comme s'il la trouvait pathétique. « Waouh, tu es vraiment brillante, Catherine !» dit Robert d'un ton moqueur. « Maintenant, que veux-tu être, médecin ou détective? Tu veux m'accuser d'empoisonner ma propre fille, juste pour dissimuler ta propre faute?
Je n'accuse personne, mon chéri, je pose juste une question. Viens avec moi, coupa Robert sèchement. Il saisit brutalement le poignet de Catherine et la traîna hors de la cuisine. Mon chéri, ça fait mal. Où allons-nous? Catherine tenta de se libérer, mais la poigne de Robert était comme du fer. Robert la traîna en haut des escaliers, directement dans la chambre de Maya, et ouvrit la porte violette avec force. Sur le lit, Maya dormait profondément, serrant un oreiller, mais le bruit de la porte s'ouvrant en grand réveilla la petite fille. « Papa » murmura Maya d'une voix rauque. Ses yeux clignèrent de peur en voyant Robert et Catherine à la porte. Robert ne se soucia pas de savoir si Maya avait peur ou non. Il traîna Catherine jusqu'au lit, puis, d'un mouvement rapide mais prudent, il remonta la manche du pyjama de Maya. « Regarde ça » cria Robert, poussant le petit bras de Maya vers le visage de Catherine. Catherine fut choquée. Sur le haut du bras de Maya, là où la manche du vêtement le couvrait, une énorme échymose bleu-violet flamboyait. La marque d'un pincement ou d'une forte pression. « Mon Dieu » Catherine se couvrit la bouche de sa main. « Maya, comment est-ce arrivé » Robert fixa Catherine d'un air perçant, les yeux plissés. « Tu demandes encore pourquoi » Maya me l'a dit avant de se coucher. Madame Catherine l'a pincée pendant que papa prenait sa douche le matin. Elle a dit que tu l'avais menacée de lui faire encore plus de mal si elle le disait. « Menteuse » cria Catherine, les larmes coulant instantanément. Elle regarda Maya, cherchant une défense. « Maya, ma puce, maman ne t'a pas pincée, n'est-ce pas ?» Dis-le à papa. « Mon trésor, maman ne te ferait jamais de mal. » Maya tremblait violemment. Elle retira sa main de l'emprise de Robert et serra ses propres genoux, enfouissant son visage dedans. « Ça fait mal, papa. »« J'ai peur, » gémit-elle doucement. Le monde de Catherine s'effondra, un petit enfant qui ment. Robert lâcha brutalement Catherine, comme si elle était sale. « Tu l'as entendu de tes propres oreilles ? Les enfants ne savent pas bien mentir, Catherine. Mais les adultes stressés, ils savent très bien manipuler. Ou peu. Es-tu vraiment malade ?» Robert se pencha plus près. Sa voix était comme le sifflement d'un serpent mortel. « Peu. Être que c'est toi qui as besoin de médicaments, Catherine. Tu travailles trop. Tu essaies obsessionnellement d'être une mère parfaite, alors tu ne remarques même pas ce que tes mains font quand tu es en colère. On appelle ça la dissociation. Tu l'as blessée sans le savoir. Puis ton cerveau a effacé le souvenir pour que tu puisses continuer à te sentir comme une bonne personne. » Les mots de Robert s'enfoncèrent dans l'esprit de Catherine comme des dards empoisonnés. Dissociation. Sans le savoir, est-ce possible? Serait-elle vraiment si folle? Serait-elle le monstre dans cette maison? Catherine commença à douter de sa propre mémoire. Ses mains tremblaient violemment tandis qu'elle fixait ses propres paumes. Cette main aurait-elle causé cette échymose? « Dégage !» ordonna froidement Robert. « Sors de la chambre de ma fille. À partir de demain, tu ne pourras plus approcher Maya sans ma surveillance. S'il y a une seule autre échymose sur elle, je n'hésiterai pas à te faire enfermer en prison ou en psychiatrie. » Catherine recula lentement. Les larmes brouillaient sa vue. Elle sortit en courant de la chambre, retourna dans la chambre d'amis et ferma la porte à clé derrière elle. Son corps glissa contre la porte, et elle sanglota silencieusement pour qu'on ne l'entende pas dehors. Sa confiance en elle était anéantie, elle se sentait devenir folle, mais en pleurant, sa main toucha la poche de son pantalon. La clé USB, qu'elle avait trouvée l'après-midi, était toujours là. L'objet était froid contre sa peau. Si elle était vraiment folle, si elle avait vraiment commis ces abus sans le savoir, alors cet enregistrement pourrait le prouver. Être que sur cet enregistrement, on entendrait sa propre voix gronder Maya pendant une perte de mémoire. Les mains tremblantes, Catherine sortit son ordinateur portable professionnel de son sac. Elle devait savoir la vérité, aussi douloureuse soit-elle. Elle inséra le petit appareil dans le port USB. Un dossier apparut à l'écran. Il ne contenait qu'un seul fichier audio, qui avait enregistré tout ce qui s'était passé aujourd'hui pendant 2 heures, exactement au moment où Catherine était au bureau. Catherine mit ses écouteurs, prit une profonde inspiration et appuya sur le bouton de lecture. Au début, on n'entendait que le son d'un dessin animé à la télévision et le bourdonnement de la climatisation. 10 minutes passèrent, seul le bruit du balai d'Hélène filtrait. Mais à la 20e minute, on entendit le bruit d'une porte qui s'ouvre. Des pas lourds s'approchèrent. C'étaient les pas de Robert, mais Robert n'aurait pas dû être au bureau à ce moment-là. La voix de Robert retentit, mais pas de la manière douce à laquelle Catherine était habituée. « Maya, viens ici. »« Je ne veux pas, méchant papa. »
On entendit la voix étranglée de Maya. « Viens ici, j'ai dit. Ou tu veux que je t'enferme dans le débarras avec les rats ?» On entendit des bruits de tiraillement, de lutte, suivis des pleurs étouffés de Maya. « Écoute-moi bien. Plus tard, quand cette femme rentrera à la maison, tu devras crier si elle s'approche de toi, tu devras jeter des objets. Tu as compris ? Mais Madame Catherine, ce n'est pas ta mère. » Le cri de Robert était si fort que Catherine sursauta dans sa chambre. « C'est une sorcière. Elle veut nous prendre cette maison. Si tu aimes papa, tu dois la chasser. Sinon, ton ours en peluche. » On entendit clairement le bruit d'un tissu qui se déchire. Papa va lui couper le cou. Catherine plaqua sa main sur sa bouche pour étouffer son cri. Les yeux écarquillés, elle fixait l'écran de l'ordinateur portable. Non, elle n'était pas folle, elle n'était pas malade mentale, mais une autre peur déchira son esprit lorsque le fichier audio s'arrêta brusquement et disparut de l'écran. Le curseur de son ordinateur portable commença à bouger tout seul. Une fenêtre de bloc-notes s'ouvrit automatiquement à l'écran, connectée au réseau Wi-Fi de la maison. Une phrase fut tapée lettre, par quelqu'un contrôlant son ordinateur à distance. « Je sais que tu m'écoutes, ma chère épouse. Ouvre la porte, tout de suite. » La seconde suivante, la poignée de la porte de la chambre de Catherine s'abaissa lentement. La porte n'était pas verrouillée à clé. Catherine sentit son cœur s'arrêter alors que la poignée tournait vers le bas. D'un mouvement rapide, guidée par la pure adrénaline, Catherine arracha la clé USB de l'ordinateur portable et la cacha dans son soutien-gorge. C'était le seul endroit où elle pensait que Robert n'irait pas fouiller comme ça. La porte s'ouvrit en grand. Robert se tenait là. Il n'y avait pas en lui la fureur flamboyante de l'après-midi. Son visage n'était pas rouge, seul un léger sourire glacial flottait sur ses lèvres, et son regard était aussi calme que la surface d'une eau empoisonnée. Il portait un pyjama en soie bleue, semblant extrêmement calme, comme si ce n'était pas lui qui venait de menacer sa femme à travers l'écran d'ordinateur. « Tu ne dors pas encore, ma chérie ?» demanda Robert à voix basse, trop basse. Catherine recula jusqu'à ce que son dos heurte l'armoire. Haletante. « Tu as piraté mon ordinateur portable. » Robert entra et ferma la porte derrière lui. Le léger déclic résonna aux oreilles de Catherine comme une sentence de mort. L'homme se dirigea vers le bureau. Il regarda l'écran de l'ordinateur portable, qui était maintenant vide, ne montrant que le fond d'écran par défaut. La menace avait disparu. « Piraté ?» Robert rit doucement en se caressant le menton. « Tu te laisses encore emporter par ton imagination, Catherine. J'ai juste reçu une notification du système de sécurité de la maison, signalant une activité réseau suspecte depuis cet ordinateur portable. J'ai juste vérifié via mon téléphone. Peut être qu'il a un virus. » Robert fixa Catherine d'un air perçant. Son regard balaya le visage pâle de sa femme. « Tu as l'air très perturbée, sueur froide, tremblement. Tu vois encore des choses qui ne sont pas réelles. »« Arrête de faire semblant, espèce d'ordure !» cria Catherine. Bien que sa voix tremblât, elle continua. « J'ai entendu l'enregistrement. J'ai entendu ta voix menacer Maya. C'est toi qui la blesses. C'est toi qui lui as ordonné de me détester. » Robert ne nia pas, mais il n'admit rien non plus. Il regarda simplement Catherine avec pitié, comme un médecin regarde son patient gravement malade. Il tendit lentement la main. « Quel enregistrement, Catherine ? » « Il n'y a aucun fichier ici, » dit Robert en tapant quelque chose sur le clavier de l'ordinateur portable de Catherine. Il tourna l'écran vers Catherine. Il était vide. Tous les dossiers étaient vides. Tu vois, pas d'enregistrement audio, pas de preuves. Juste toi, hystérique, seul ce soir. Robert soupira profondément. Son visage reflétait une profonde déception. Ça suffit. C'en est trop. Ton état mental s'aggrave. Tu commences à inventer des scénarios terribles dans ta tête pour me blâmer, parce que tu ne peux pas accepter le fait que Maya te rejette. Sans aucun avertissement, Robert referma brutalement l'ordinateur portable et le glissa sous son bras. Il tendit sa main gauche vers Catherine. « Donne-moi ton téléphone. »« Quoi ? » ?»« Non. » Catherine porta la main à sa poche. « Donne-le-moi » cria Robert. Sa voix n'était pas forte, mais il y avait une telle domination qu'elle brisa la résistance de Catherine. À partir d'aujourd'hui, détox numérique. Pas de gadgets, pas d'internet, pas de télévision. Tu as besoin d'un repos complet de ces poisons. Demain, j'appellerai le meilleur psychiatre pour qu'il te traite à la maison. Tu veux m'enfermer ? Les larmes de Catherine coulèrent. Je vais te guérir, corrigea Robert d'un ton glacial. Il fit un pas en avant et arracha de force le téléphone de la poche de Catherine. Catherine tenta de résister, frappa la poitrine de son mari, mais Robert était beaucoup plus fort. En un instant,
Le téléphone était entre ses mains. « Va te coucher. Verrouille la porte si tu veux. Je m'en fiche. Mais souviens-toi, Catherine. » Robert se pencha et murmura directement à l'oreille de Catherine. Son haleine mentholée était nauséabonde. « Personne ne te croira. La femme dépressive contre un homme d'affaires respectable et aimant. Tu sais très bien qui va gagner. » Robert sortit, emportant l'ordinateur portable et le téléphone de Catherine. Il laissa sa femme sans force sur le sol. On entendit le bruit de la clé tournant dans la serrure de l'extérieur. Catherine était enfermée. Cette nuit-là, Catherine ne dormit pas une minute, recroquevillée dans un coin de la chambre, les genoux serrés contre sa poitrine. Elle se sentait complètement seule au monde. Toutes ses communications étaient coupées. La preuve, bien que la clé USB soit en sécurité dans sa lingerie, était inutilisable si elle n'avait rien pour la lire ou l'envoyer à quelqu'un, maintenant que son ordinateur portable et son téléphone avaient disparu. Le lendemain matin, le véritable enfer commença. La maison se transforma en forteresse. Le portail principal était doublement verrouillé. L'agent de sécurité habituel et amical fut remplacé par un nouvel homme au visage dur qui n'autorisait même pas Catherine à sortir sur la terrasse. Hélène, la seule personne qui aurait pu l'aider, semblait terrifiée. La vieille femme évitait le regard de Catherine et faisait son travail en silence, comme si une caméra invisible surveillait chacun de ses mouvements. Catherine tenta d'emprunter le téléphone d'Hélène pendant que Robert était au bureau, mais la gouvernante tomba à genoux en pleurant devant Catherine. « Pardonnez-moi, madame. Monsieur Robert a dit que si je vous prêtais le téléphone, il retirerait la bourse de mon fils. Monsieur Robert paie les études universitaires de mon fils en province. Madame, j'ai peur, sanglota Hélène. Catherine s'effondra sans force sur une chaise de la salle à manger. Robert avait tout arrangé, liant tout le monde avec de l'argent et du pouvoir. Catherine était complètement isolée dans cette cage dorée. L'après-midi, le désespoir de Catherine atteignit son paroxysme. Elle devait trouver un moyen de sortir. Elle avait besoin d'un allié. Alors qu'elle errait sans but dans le couloir de l'étage, ses pas s'arrêtèrent devant une porte toujours fermée, l'ancien débarras au bout du couloir. Elle ne savait pas pourquoi, mais la porte était aujourd'hui entr'ouverte. Être qu'Hélène avait oublié de la fermer correctement après avoir pris la serpillière. Une curiosité torturante poussa Catherine à l'intérieur. La pièce était poussiéreuse, remplie de vieilles boîtes en carton. Dans un coin se trouvait une armoire antique en bois sombre, qui semblait très vieille. Catherine s'approcha, le cœur battant la chamade. Elle sentait que quelque chose l'appelait de là. Elle ouvrit le tiroir le plus bas de l'armoire. Sous un tas de vieilles nappes, sa main toucha quelque chose. C'était un agenda en cuir rouge, dont la couverture s'écaillait déjà. Catherine l'ouvrit. Sur la première page, le nom de la propriétaire était écrit d'une écriture claire et belle, Cécile. Le nom de la première femme décédée de Robert, la mère biologique de Maya. Catherine lut les pages en haletant. Au début, il y avait des notes joyeuses sur sa grossesse et la naissance de Maya, mais vers le milieu du livre, le ton de l'écriture changea radicalement. La peur, le soupçon et le désespoir imprégnaient chacune de ces phrases. Le regard de Catherine s'arrêta sur la dernière entrée. Elle était datée de 2 jours avant que la mort de Cécile ne soit signalée, après qu'elle serait tombée dans les escaliers. Mai 2021. Il m'a encore forcée à prendre ce médicament. J'ai mal à la tête. Je sais que je ne suis pas folle, mais il a convaincu tout le monde que je l'étais. Maya, pardonne à maman. Ma chérie, je ne peux plus te protéger. Il n'est pas humain. C'est un démon déguisé. Si quelqu'un lit ceci, s'il vous plaît, cherchez cette chose derrière le tableau de tournesol dans le bureau. C'est mon assurance vie. Il arrive. J'entends ses pas. L'agenda tomba des mains de Catherine. Son corps tout entier tremblait violemment. Cécile n'était pas morte dans un accident. Le schéma que Catherine vivait était exactement le même que celui de Cécile. Médicaments, accusation de folie, isolement. Catherine jeta un coup d'œil prudent vers la porte du débarras, mais la sonnerie stridente du téléphone fixe en bas l'alarma. Le téléphone fixe. Catherine avait oublié qu'il y avait encore un vieux téléphone fixe dans le salon, rarement utilisé. Être que Robert avait oublié de le débrancher. Catherine sortit en courant du débarras et dévala les escaliers à une vitesse folle. Elle décrocha le combiné sur la petite table. Il y avait une tonalité. Les mains tremblantes, elle composa le dicept. C'était le seul numéro dont elle se souvenait par cœur, à part celui de ses parents qui vivaient en province. « Allô, la police !» dit Catherine rapidement, haletante. « Allô, centre d'appel d'urgence, en quoi puis-je vous aider ? À l'aide, mon mari me retient prisonnière, il veut me tuer. Mon adresse est à Neuilly-sur-Seine. » Avant que Catherine ne puisse finir de prononcer le nom de la rue,
Une main énorme passa par-dessus son épaule par derrière et appuya fermement sur le crochet pour raccrocher. 4. Le souffle de Catherine se coupa. L'odeur familière du parfum pour homme de son mari frappa ses narines. « Je t'avais dit que tu étais têtu », murmura la voix de Robert juste à côté de son cou. « Je venais juste de sortir pour te faire une surprise. » Catherine se retourna lentement, le visage blanc comme un linge. Robert se tenait là avec un large sourire. Dans sa main droite, il tenait un grand marteau. « Un marteau ? Qu'est-ce que tu fais avec ce vieux téléphone, ma chérie ? Je ne te l'avais pas déjà dit ?» Robert leva haut le marteau et l'abattit de toutes ses forces sur le téléphone. Crac, l'appareil vola en éclats. « Voilà, » dit Robert en repoussant les morceaux de plastique du bout de sa chaussure. « Nous avons un invité. Voici ton médecin personnel. Viens, accueille-le avec un sourire. Ne me fais pas honte. » Le monde de Catherine, qui s'assombrissait, commença lentement à tourner alors que sa conscience revenait. Ses paupières étaient aussi lourdes que si elles étaient en ciment. Sa bouche était sèche, comme si elle avait avalé du sable. La dernière chose dont elle se souvenait était le sourire de Robert, l'homme en costume blanc présenté comme le docteur Sylvain, et le contact glacial de l'aiguille pénétrant sa peau. Elle s'est réveillée, entendit-on une voix de femme, aiguë et autoritaire. Catherine reconnut la voix. C'était sa belle-mère, Madame Aurore. Une flamme d'espoir s'alluma dans la poitrine de Catherine. Madame Aurore était dure et critique, mais c'était une dame respectable. Elle la croirait sûrement si Catherine lui racontait tout. Rassemblant ses dernières forces, Catherine se força à s'asseoir dans le lit. Son corps était sans force, ses jambes comme de la gelée. Le sédatif administré de force avait complètement paralysé son système nerveux. Catherine se traîna jusqu'à la porte, qui, étrangement, n'était pas fermée à clé. La forte lumière provenant du salon l'aveugla. Sur le canapé en cuir crème, Madame Aurore était assise avec son sac de marque sur les genoux. Son visage était plissé de rides. À côté d'elle, Robert était assis, la tête baissée, les épaules voûtées. Il jouait parfaitement le rôle du mari stressé et épuisé. « Maman !» appela Catherine. Sa voix était rauque et brisée, comme si elle était ivre. Sa langue était pâteuse, elle avait du mal à la contrôler. Tous les yeux se tournèrent vers elle, mais au lieu de la pitié, le regard de Madame Aurore reflétait un profond dégoût. « Regardez-la, maman !» dit Robert à voix basse. Sa voix était pleine d'une fausse tristesse. C'est comme ça qu'elle se réveille, échevelée et chancelante. Le docteur Sylvain a dit qu'il fallait augmenter la dose de ses médicaments, parce qu'elle devient de plus en plus agressive. « Mon Dieu, Catherine !» murmura Madame Aurore en secouant la tête. « Je pensais que tu étais une femme convenable, capable de prendre soin d'un enfant et d'un mari, et il s'avère que tu es une malade mentale. Non, maman, écoutez-moi. » Catherine tenta de s'approcher, agitant les mains en l'air. « Robert est méchant. Maman, c'est lui qui a donné des médicaments à Maya. C'est lui qui a cassé le téléphone, il veut me tuer. » Mais à cause des effets de la forte dose de sédatif, les phrases de Catherine sonnaient comme un charabia incompréhensible, un bégaiement incohérent. Aux oreilles de Madame Aurore, Catherine ressemblait à une folle souffrant de graves hallucinations. Madame Aurore se leva et repoussa la main de Catherine qui tentait de saisir son bras. « Reprends-toi. Robert est le mari le plus patient du monde. Tu as de la chance qu'il n'ait pas divorcé et ne t'ait pas jeté à la rue. Au lieu de ça, il a fait appel à un médecin cher pour te faire soigner à la maison. Et voilà ta gratitude. Tu l'accuses de vouloir te tuer. Mais maman, il y a un enregistrement. » « J'ai le journal de Cécile, » pleura Catherine. Ses larmes inondaient son visage. Ses genoux ne pouvaient plus supporter son poids, et elle s'effondra sur le sol en marbre froid. « Ça suffit !» cria Madame Aurore. « Ne prononce même pas le nom de ma plus chère belle-fille, qui repose maintenant en paix au ciel. Cécile est morte dans un accident. Ne la mêle pas à ta folie. » Robert se leva du canapé, s'agenouilla à côté de Catherine et passa un bras autour de ses épaules. Pour les étrangers, cela aurait pu ressembler à une étreinte affectueuse. Mais la main de Robert serrait le haut du bras de Catherine, exactement là où elle avait reçu l'injection, et il appuya si fort que Catherine gémit de douleur. « Pardonne à ma femme, maman. Elle a encore une crise, » murmura doucement Robert, puis il se tourna vers Catherine avec un regard mortel, caché à sa mère. « Ma chérie, tu dois te reposer. Ne me fais pas honte devant maman. »« Où est Maya ?» cria Catherine désespérée. « Je veux voir Maya. »« Maya a peur de toi, » lança Madame Aurore. « Elle vient de s'enfermer dans la salle de bain quand elle a entendu ta voix. Tu as échoué en tant que belle-mère. » Échec.
Ce mot transperça le cœur de Catherine plus vivement qu'une gifle physique. Échec? Folle? Ingrate. C'est bon, maman. Laissez-moi ramener Catherine dans sa chambre. Sa nouvelle infirmière ne tardera pas à arriver, dit Robert en intervenant. Il aida Catherine à se relever et la ramena dans la chambre d'amis. Dès que la porte se referma, le masque de Robert tomba. Il repoussa immédiatement Catherine, qui tomba sur le lit. « Tu vois, ça ne sert à rien de parler, » dit Robert d'un ton glacial. « Maman croit plus à mes larmes qu'au charabia d'une folle. À cause des effets de l'halopéridol et des somnifères, tu ressembles exactement à une toxicomane, Catherine. C'est parfait. » Catherine ne put que sangloter en silence. Son corps était trop faible pour se battre. Elle se sentait petite, humiliée et complètement seule au monde. « Oh, et encore une chose, » sourit Robert d'un air moqueur. « Comme je suis occupée par mon travail et que je ne peux pas te surveiller 24 heures sur 24, j'ai engagé une infirmière personnelle. Elle habitera avec toi dans cette chambre. Elle veillera à ce que tu prennes tes médicaments, que tu manges et que tu ne fasses rien de suspect. » La porte de la chambre s'ouvrit à nouveau. Une jeune femme entra, un plateau à la main, sur lequel se trouvait un verre d'eau et quelques pilules colorées. La femme était magnifique. Sa silhouette élancée était soulignée par un uniforme d'infirmière blanc et moulant. Ses cheveux étaient teints en blond, et son maquillage était bien trop prononcé pour une professionnelle de la santé. Mais ce qui glaça vraiment le sang de Catherine, ce n'était pas son apparence, mais la façon dont elle regardait Robert. Il y avait dans ce regard une lueur dégoûtante, désireuse et complice. La femme sourit d'un air aguicheur et posa le plateau sur la table. « Bonjour, Madame Catherine, » dit la femme d'une voix mielleuse. « Je te présente Adrienne, » dit Robert. « Elle prendra soin de Madame Catherine à partir d'aujourd'hui. » Catherine reconnut cette voix. C'était la voix de la femme qu'elle avait entendue au téléphone avec Robert des semaines auparavant et que Robert avait alors fait passer pour une cliente exigeante. Et le regard qu'Adrienne jeta sur Catherine n'était pas celui d'une infirmière, mais celui d'une gagnante regardant la perdante. Robert s'approcha d'Adrienne, caressant sans vergogne la taille de la femme sous les yeux de Catherine. « Prends bien soin d'elle, Adrienne. Assure-toi que ma femme dorme tranquillement pour toujours. Oh, je veux dire, pendant la durée du traitement. » Adrienne rit doucement. Ce rire résonna aux oreilles de Catherine comme le glas de la mort. « D'accord, mon chéri, laisse-moi faire. » Robert sortit. Catherine était enfermée avec la maîtresse de son mari, qui avait maintenant un pouvoir total sur sa vie. Adrienne s'approcha du lit. Avec ses longs ongles pointus, elle saisit le menton de Catherine. Le sourire mielleux avait disparu de son visage. Une expression effrayante et cruelle avait pris sa place. « Alors c'est ça, la grande bourgeoise » murmura Adrienne. Elle prit le verre d'eau et une poignée de pilules du plateau. « Écoute-moi bien, folle, avale ça tout de suite. Plus vite tu disparaîtras, plus vite Robert et moi pourrons officiellement prendre possession de cette maison et nous marier. Alors sois une gentille fille et avale tes médicaments. » Adrienne fourra de force les pilules dans la bouche de Catherine. Catherine serra fermement les lèvres. Ses larmes coulaient à flots. Elle ne voulait pas mourir. Elle ne voulait pas perdre, mais sa force était nulle. Au moment où elle était sur le point de s'étouffer de désespoir, elle se souvint du journal de Cécile qu'elle avait lu dans le débarras. Cherchez cette chose derrière le tableau de tournesol dans le bureau. Le bureau de Robert se trouvait juste à côté de cette chambre. Leur mur était mitoyen. Quand Adrienne ne regarda pas un instant, parce qu'elle posait le verre, Catherine remarqua quelque chose sur le mur, près de la tête de lit. Elle vit une fine fissure et une vieille grille de ventilation, cachée par une armoire. Si la structure de cette maison était semblable à celle des anciens appartements bourgeois de Paris, la ventilation communiquait probablement avec la pièce voisine, où il pouvait y avoir une porte cachée et condamnée dans le mur. Catherine laissa Adrienne lui enfoncer les pilules dans la bouche et fit semblant de les avaler, puis s'évanouit. « Lâche !» marmonna Adrienne. Ensuite, elle se dirigea vers le canapé dans le coin, sortit son téléphone et commença à prendre des selfies. Catherine ouvrit les yeux à demi. Ce n'était pas encore fini. Il y avait toujours la clé USB dans son soutien-gorge. Et elle recracha discrètement la pilule jaune dans la terre d'une plante en pot dans le coin de la chambre pendant qu'Adrienne ne regardait pas. 1 heure s'était déjà écoulée. Catherine était toujours allongée sur le lit. Elle régulait sa respiration pour qu'elle soit régulière et lourde, imitant le rythme d'une personne profondément endormie sous l'effet de sédatifs. Dans le coin du canapé, Adrienne était affalée, des écouteurs aux oreilles. La lumière de l'écran de son téléphone illuminait son visage, qui s'étirait en un sourire aguicheur. Elle était en appel vidéo, probablement avec Robert. Catherine entendit faiblement le gloussement étouffé
et les chuchotements d'Adrienne. Oui, mon chéri, c'est bon. Elle dort comme un loir. Le cœur de Catherine battait avec fureur, mais son cerveau fonctionnait maintenant plus froidement que la glace. Ses larmes avaient séché. La peur paralysante qu'elle avait ressentie plus tôt s'était transformée en un instinct de survie primitif. Elle repensa au message de Cécile, le tableau de tournesol dans le bureau. À l'aube, Adrienne s'endormit enfin. Son téléphone reposait sur sa poitrine. Sa bouche était légèrement ouverte. Un léger ronflement se fit entendre. C'était sa chance. Catherine glissa silencieusement du lit, pieds nus sur le sol froid. Elle ne se dirigea pas vers la porte, sachant qu'elle était verrouillée de l'extérieur. La clé était dans la poche du pantalon moulant d'Adrienne. Trop risqué d'essayer de la prendre. Les yeux de Catherine se fixèrent sur l'énorme armoire plaquée contre le mur. Ce mur était directement adjacent au bureau de Robert. Dans les vieilles maisons comme celle-ci, il y avait souvent des portes communicantes entre les pièces, que les nouveaux propriétaires avaient définitivement condamnées ou simplement cachées derrière une armoire. Catherine se faufila dans l'espace étroit entre l'armoire et le mur, et en effet, derrière l'épaisse couche de poussière, il y avait un encadrement de porte en bois. Elle tâtonna la poignée fermée, mais ce n'était qu'un vieux loquet rouillé. Catherine sortit une épingle à cheveux de sa coiffure. D'une main tremblante mais déterminée, elle la tourna dans la serrure jusqu'à ce qu'un léger déclic se fasse entendre. La porte s'ouvrit doucement. L'odeur de tabachère et de vieux papier frappa ses narines. Catherine entra dans le bureau de Robert. La pièce était sombre. Seule la lumière de la lune filtrait à travers les rideaux. Le cœur de Catherine battait la chamade. Si Robert avait installé une caméra ici aussi, sa vie était finie. Mais Catherine remarqua que le voyant de la caméra dans le coin était éteint. Robert l'avait probablement éteinte quand il était lui-même à l'intérieur pour préserver sa vie privée, et avait oublié de la rallumer. Ou peu, être que Dieu était du côté de Catherine ce soir. Catherine balaya la pièce du regard. Sur le mur au-dessus du bureau, un faux tableau de tournesol dans le style de Van Gogh était accroché. Pour les gens ordinaires, Chouer ce n'était qu'un tableau quelconque. Mais pour Catherine ce soir, c'était une carte au trésor. Elle grimpa sur la chaise de bureau de Robert, puis décrocha soigneusement le lourd tableau. La poussière vola. Au dos du cadre en bois, une enveloppe brune était collée avec du ruban adhésif noir, qui se fondait presque dans la couleur du cadre. La main de Catherine tremblait en arrachant le ruban. Elle sauta de la chaise et, à la lumière de la lune, ouvrit l'enveloppe pour en lire le contenu. Il y avait deux choses à l'intérieur. Un document juridique et une minuscule carte mémoire SD. Catherine ouvrit le document. Ses yeux s'écarquillèrent en lisant l'entête. Contrat de donation et testament. Haletante, elle parcourut les lignes. Le document stipulait que cette luxueuse villa, avec tous ses biens, ses économies et ses actions, appartenait au père de Cécile, qui avait tout légué entièrement à Maya. Robert, en tant que mari, n'avait pas droit à un seul centime. Cependant, le dernier paragraphe contenait une clause effrayante. En cas de décès de Cécile, le droit de tutelle sur les biens reviendrait à Maya. Robert Torvat n'aurait le droit de résider dans la maison qu'en tant que tuteur, jusqu'à ce que Maya atteigne l'âge de 21 ans. Si Maya mourait ou était déclarée en incapacité permanente, mentalement malade, avant l'âge de 21 ans, tous les biens reviendraient entièrement à Robert Torvat. Catherine sentit le monde tourner. Les pièces du puzzle se mirent en place. Robert n'était pas riche. Robert était un parasite. Il n'avait épousé Cécile que pour sa fortune. Et quand Cécile n'était plus contrôlable, il l'avait éliminée. Maintenant, sur le chemin de Robert pour prendre le contrôle total de la fortune, il ne restait plus que Maya. Mais Robert ne pouvait pas tuer Maya comme ça, car cela aurait éveillé les soupçons de la police. Il a donc conçu un autre scénario. Faire déclarer Maya folle. La rendre incapable de manière permanente ou gravement malade pour pouvoir demander au tribunal le droit de gestion totale des biens. Et le rôle de Catherine. Catherine n'était qu'un pion. Catherine avait été amenée ici pour être un faux témoin. Robert avait besoin d'un étranger qui pourrait témoigner au tribunal. Oui, monsieur le juge. Ma belle-fille est malade mentale, souvent hystérique et hallucinée. Et une fois le travail de Catherine terminé, ou si elle en savait trop, comme maintenant, elle aurait fini comme Cécile, morte de dépression ou par suicide. Ça leur dure, murmura Catherine. Les larmes coulèrent, mais pas de tristesse, de rage. Catherine remit le document dans l'enveloppe et le cacha sous ses vêtements à côté de la clé USB. Maintenant, elle avait la carte mémoire de Cécile, mais elle avait besoin d'un appareil pour voir ce qu'il y avait dessus. L'ordinateur de Robert était devant elle. L'écran était sombre. Catherine toucha la souris.
L'écran s'alluma, demandant un mot de passe. Catherine réfléchit intensément. L'anniversaire de Robert, incorrect. Leur anniversaire de mariage, incorrect. Catherine essaya l'anniversaire de Maya. Entrée. L'écran s'ouvrit, mais ce n'était pas un bureau ordinaire qui apparut. L'ordinateur exécutait un programme de surveillance CCTV en temps réel. 6 petites fenêtres d'écran montraient différents coins de la maison. Le regard de Catherine se fixa sur la fenêtre en bas à gauche. C'était la caméra de la chambre de Maya. Sur l'écran, Catherine vit quelque chose qui lui fit bouillir le sang. La porte de la chambre de Maya était ouverte. Robert entra. L'horloge numérique à l'écran indiquait 2h15. C'était une diffusion en direct. Robert ne maltraitait pas physiquement Maya. Il faisait quelque chose de bien plus diabolique. Il s'assit sur le bord du lit de Maya endormie et sortit de derrière son dos un masque terrifiant. C'était le masque d'une vieille femme au visage déformé, aux cheveux en désordre et à la bouche ensanglantée. Robert mit les masques. Puis il commença à secouer lentement le corps de Maya. Quand Maya se réveilla et ouvrit les yeux, Robert approcha son visage masqué de celui de Maya, tout en tenant un grand couteau de cuisine dans sa main, qui brillait à la faible lumière de la lampe de chevet. Maya criait à l'écran, mais aucun son ne sortait de l'ordinateur, car il était en sourdine. La petite fille se débattit sous la couverture, reculant de terreur jusqu'à ce que son dos heurte le mur. Robert, derrière le masque, se tenait juste là, immobile. Il savourait la peur qu'il avait lui-même provoquée. Il implantait un traumatisme profond dans le cerveau de sa propre fille. Catherine plaqua sa main sur sa bouche pour ne pas crier. C'était donc ça la raison. C'est pourquoi Maya avait peur de sa figure maternelle. Robert terrorisait Maya chaque nuit depuis longtemps, en se faisant passer pour une figure maternelle effrayante. Il lavait le cerveau de Maya pour lui faire croire que la figure maternelle était un monstre qui voulait la tuer. Catherine ne pouvait pas rester en place. Elle ne se souciait pas de son plan. Elle ne se souciait pas de sa propre sécurité. Maya était en train d'être maltraitée. Catherine attrapa un lourd trophée en métal sur le bureau de Robert. Elle allait fracasser la tête de cette ordure tout de suite. Mais alors que Catherine se retournait pour courir vers la porte, elle entendit des pas dans le couloir, devant le bureau. Ce n'étaient pas les pas de Robert. Robert était dans la chambre de Maya. C'étaient les pas de l'agent de sécurité en patrouille. La lumière de sa lampe de poche filtra sous la porte du bureau, et de la porte communicante avec la chambre d'amis, on entendit la voix rauque et ensommeillée d'Adrienne. « Pourquoi cette porte est-elle ouverte ?»« Madame Catherine ?» Catherine était piégée. Devant elle, l'agent de sécurité. Derrière elle, Adrienne. Et sur l'écran du moniteur, Maya faisait face à son propre cauchemar. Catherine regarda la fenêtre du bureau à l'étage. En dessous, il y avait la piscine. Pas le temps de réfléchir. Catherine regarda le trophée dans sa main, puis la grande baie vitrée. La seule issue était de sauter. Mais avant qu'elle ne puisse faire le premier pas, la poignée de la porte principale du bureau s'abaissa. « Qui est là ?» cria l'agent. Catherine recula. Son dos heurta le bureau. Sa main toucha accidentellement le clavier. L'écran du moniteur s'illumina vivement. Il montrait clairement le visage masqué de Robert en train de terroriser Maya. La porte s'ouvrit. L'agent de sécurité corpulent entra, suivi d'Adrienne qui se précipitait de la chambre voisine, paniquée. « Arrêtez-la !» cria Adrienne en désignant Catherine. Mais les yeux de l'agent n'étaient pas fixés sur Catherine. Le regard de l'agent était rivé sur l'énorme moniteur derrière Catherine, sur la vision effrayante de son patron terrorisant une petite fille avec un couteau. Un silence de 3 secondes régna. « Monsieur !» dit Catherine en haletant. Elle leva le trophée comme une arme, mais ses yeux suppliaient l'agent. « Vous avez aussi une fille à la maison, n'est-ce pas ?» L'agent se tut, regarda l'écran, puis Catherine, et enfin Adrienne. Son visage reflétait l'hésitation. « N'écoutez pas cette folle, arrêtez-la, ou je dirai à monsieur Robert de vous renvoyer !» cria Adrienne, hystérique. L'agent soupira, sa main se dirigea vers la matraque à sa ceinture. Catherine ferma les yeux, se préparant à la douleur, mais au lieu de la frapper, l'agent recula, ferma la porte du bureau et la verrouilla de l'intérieur. Puis il se retourna et regarda froidement Adrienne. « Je suis désolé, madame Adrienne, » dit l'agent d'une voix profonde. « J'ai besoin d'argent, mais je ne suis pas un monstre. » Pouf ! D'un seul coup puissant, l'agent assomma Adrienne. Catherine ouvrit les yeux, stupéfaite. « Vite, madame !» dit l'agent en désignant la fenêtre. « Sautez dans la piscine et fuyez par le portail arrière. Je retiendrai cette porte si monsieur Robert arrive. Sauvez la petite Maya. » Le tournant était arrivé, le réveil avait commencé.
L'eau de la piscine était glaciale lorsque le corps de Catherine s'y écrasa. Le bruit du plongeon fut absorbé par la profondeur de l'eau, mais il fut assez fort pour réveiller chaque cellule de son corps. Le froid mordant chassa instantanément la douleur de sa tempe et de son cœur. Sous l'eau bleue foncée, Catherine ne nageait pas pour se sauver, elle nageait pour renaître. Elle remonta à la surface, happant l'air nocturne. Son corps tremblait violemment, non seulement à cause du froid, mais aussi à cause de l'adrénaline résiduelle. Elle leva les yeux vers la fenêtre ouverte du bureau. Elle entendit les coups sur la porte et les cris de Robert de l'intérieur. L'agent, ce héros inattendu, risquait son travail, et peut être même sa vie, pour lui faire gagner du temps. L'instinct maternel de Catherine lui hurlait de remonter en courant, d'enfoncer la porte de Maya et de serrer l'enfant dans ses bras. Mais sa nouvelle logique, froide comme la glace, gifla ce désir. « Ne sois pas stupide, Catherine !» cria son esprit. « Si tu montes sans armes, Robert te tuera, il retournera la vérité. Il dira que tu étais folle, que tu as attaqué l'agent, et tu mourras dans la honte ou tu pourriras en prison. Et Maya restera pour toujours avec ce monstre. » Pour gagner cette guerre, Catherine devait être assez courageuse pour battre en retraite maintenant. Elle ne devait pas revenir en victime, mais en exécutrice. L'eau ruisselait de son pyjama trempé. Elle ne courut pas directement vers le portail. Elle se faufila le long de la maison jusqu'au coffret du compteur électrique principal. Elle savait que Robert détestait l'obscurité. Il perdait le contrôle. Les mains mouillées, Catherine abaissa l'interrupteur principal. Clic, toute la luxueuse villa fut instantanément plongée dans le noir. Les lumières du jardin s'éteignirent, les lumières des pièces s'éteignirent. La vidéosurveillance s'arrêta, l'obscurité engloutit tout. De l'étage, on entendit le cri de frustration de Robert. « Que se passe-t-il? Pourquoi l'électricité est-elle coupée? »« Agent, allez voir le générateur. » C'était la diversion. Catherine profita de ce moment pour courir vers le portail. Le portail principal était fermé, mais la clé était dans la serrure de la petite porte latérale. C'était une erreur du nouvel agent, qui lui offrait maintenant une chance. Catherine s'enfuit, courant pieds nus sur l'asphalte silencieux de Neuilly. Ses pieds s'écorchèrent. Des pierres aiguisées lui tailladaient la plante des pieds, mais la douleur ne faisait que la rendre plus alerte. Elle ne s'arrêta pas jusqu'à ce qu'elle soit à bout de souffle et qu'elle trouve une épicerie de nuit sur la route principale, à environ 2 kilomètres de la maison. La lumière au néon du magasin l'aveugla. Le caissier endormi fut stupéfait de voir entrer une femme trempée, pieds nus, avec une ecchymose sur le visage. « Madame? Madame? Que s'est-il passé? Dois-je appeler la police ou une ambulance ?» demanda le caissier, paniqué. Catherine regarda son reflet dans la porte vitrée du réfrigérateur. Ses cheveux étaient mouillés, ses yeux gonflés, ses lèvres bleues de froid. Elle avait l'air pitoyable, brisée. Mais ensuite, Catherine se redressa. Du revers de la main, elle essuya l'eau qui coulait de son visage. Son regard changea. L'ancienne Catherine, qui pleurait facilement, avait disparu. L'ancienne Catherine, qui suppliait l'amour d'un pervers narcissique, avait disparu. La femme dans le reflet était morte. « J'ai besoin d'un café noir bien chaud, monsieur, et puis-je emprunter votre chargeur d'ordinateur portable pour 1 minute ? Je vous paierai le double, » répondit Catherine. Sa voix était calme, régulière et perçante. Le caissier se figea, mais l'aura intimidante de Catherine le força à obéir. Catherine s'assit dans le coin le plus reculé du magasin, sortit l'ordinateur portable de sous ses vêtements. Heureusement, elle l'avait emballé dans une pochette porte-documents étanche qu'elle avait trouvée sur le bureau de Robert avant de sauter. Bien qu'il soit un peu humide, elle pria pour que la machine fonctionne encore. L'écran s'alluma. Catherine soupira de soulagement. Elle inséra immédiatement la carte SD trouvée derrière le tableau et la clé USB enregistreuse. Elle commença à tout télécharger sur le cloud. Elle fit 3 sauvegardes différentes. Elle envoya les données à son email personnel, à son email professionnel et à l'email de ses parents. Une fois les données en sécurité, Catherine ouvrit les fichiers de la carte mémoire de Cécile. Le contenu était bien plus terrifiant qu'elle ne le pensait. Il n'y avait pas seulement le testament, mais aussi le témoignage vidéo de Cécile, enregistré secrètement avant sa mort. Sur la vidéo, Cécile semblait très maigre. Ses yeux étaient cernés. « Si vous voyez cette vidéo, cela signifie que je suis déjà morte. Robert a falsifié ma signature pour retirer mes dépôts. C'est lui qui m'a poussée dans les escaliers le mois dernier pour que je fasse une fausse couche. Il a menacé de tuer Maya si je divorçais de lui. S'il vous plaît, quiconque trouve ceci, appelez mon frère Nicolas. » Robert s'est arrangé pour que Nicolas soit reconnu coupable dans cette affaire de détournement de fonds et aille en prison.
Pourtant, Nicolas est le seul à connaître toutes les méchancetés que Robert a commises. Catherine serra les poings jusqu'à ce que ses ongles blanchissent. Robert n'était pas seulement un escroc et un abuseur d'enfants, mais aussi un meurtrier de sang-froid. Il avait fait accuser son propre beau-frère pour se débarrasser d'un rival. Catherine ferma l'ordinateur portable. Le plan dans sa tête s'assembla parfaitement. Froide et cruelle. Elle n'irait pas à la police ce soir. Une plainte à la police nécessite une procédure, une autopsie, et Robert était assez riche pour soudoyer les fonctionnaires, comme il l'avait fait dans le cas de Nicolas. Robert pourrait se défendre en disant que sa femme était folle. Non. Catherine choisit une méthode beaucoup plus efficace. Une méthode qui couperait le pouvoir de Robert avant même qu'il ne puisse agir. Le tribunal de l'opinion publique. Catherine ouvrit un nouveau document. Ses doigts dansèrent sur le clavier, formant des mots, non pas une explosion émotionnelle, mais une chronologie précise et factuelle, en joignant la photo de l'ecchymose de Maya, l'enregistrement audio de la menace de Robert et la vidéo de la vidéosurveillance qu'elle venait d'enregistrer avec son téléphone dans le bureau. Elle composa une longue série de publications pour les réseaux sociaux. Le titre « Derrière les portes de la villa de luxe ». L'histoire vraie d'un père qui s'est transformé en monstre pour s'emparer de la fortune de sa fille. Elle ne l'avait pas encore publiée, ce serait pour plus tard, comme la bombe finale. Maintenant elle avait besoin d'un allié. Elle chercha le nom de Nicolas Varga, le frère de Cécile, dans le moteur de recherche. De vieux articles de presse apparurent. Nicolas Varga en liberté conditionnelle après avoir été innocenté dans l'affaire de détournement de fonds. Catherine trouva le numéro de téléphone du cabinet d'avocats où Nicolas travaillait maintenant, essayant de reconstruire sa carrière à partir de zéro. Catherine envoya un court message de bataille à ce numéro. « Bonsoir, maître Varga. Je suis Catherine Horvat, la nouvelle épouse de Robert. J'ai la preuve que votre sœur, Cécile, a été assassinée. Et j'ai aussi la preuve que Maya est maltraitée. J'ai besoin de votre aide pour le détruire de telle sorte qu'il n'en reste rien. » Une minute plus tard, les deux coches devinrent bleues. Le téléphone de Catherine sonna. Le nom de Nicolas Varga apparut à l'écran. Catherine décrocha. « Allô ?» La voix de l'homme à l'autre bout du fil était profonde et prudente. « Maître Varga », dit froidement Catherine. Ses yeux balayaient la rue sombre devant le magasin. « Préparez votre meilleur costume. Demain, nous allons monter un spectacle que toute la France regardera. » Mais avant que Catherine ne puisse terminer son appel, une notification de dernière minute apparut sur l'écran de son ordinateur portable, toujours connecté à l'Internet de l'épicerie. Flash info. Un incendie majeur s'est déclaré à Neuilly-sur-Seine. Une villa de luxe a été complètement ravagée par les flammes. Le cœur de Catherine s'arrêta. C'était l'adresse de leur maison. Robert ne la poursuivait pas. Il avait incendié la maison. « Maya !» Le téléphone lui glissa des mains. La fumée noire s'élevait haut dans le ciel, engloutissant la nuit. Les sirènes des camions de pompiers hurlaient au milieu des cris de panique des habitants. Catherine courut de toutes ses forces, sans se soucier de la douleur de ses pieds nus et ensanglantés. La distance de 2 kilomètres lui sembla un marathon infernal. Lorsqu'elle arriva au portail de la maison, la vue lui fit plier les genoux. La somptueuse villa, témoin silencieux de ses souffrances, n'était plus qu'un squelette dévoré par les flammes. La chaleur pénétrait sa peau à plusieurs mètres de distance. Se frayant un chemin à travers la foule et les pompiers qui arrosaient d'eau, elle aperçut une silhouette. C'était Robert. L'homme était agenouillé sur l'asphalte, sanglotant bruyamment devant un policier. Ses vêtements étaient légèrement roussis, son visage couvert de suie. Un costume de scène parfait. « Ma femme est folle, monsieur l'agent !» cria Robert. Sa voix était rauque et convaincante. Elle était dépressive. Elle s'est enfermée dans la chambre avec ma fille. C'est elle qui a mis le feu au rideau. J'ai essayé d'enfoncer la porte, mais le feu... Robert frappa l'asphalte. Il jouait brillamment le rôle du père brisé. Le sang de Catherine bouillit. Robert ne pleurait pas. Il célébrait sa victoire. Il avait incendié la maison pour effacer toutes les preuves. Il avait brûlé le journal de Cécile et les habitants. Il avait prévu de brûler Maya et Catherine vives, puis de toucher l'assurance et l'héritage sous prétexte d'un accident et d'une épouse folle. Catherine se mit en mouvement pour franchir le cordon de police. Elle voulait hurler que Robert était un menteur, mais une main puissante la tira en arrière par le bras derrière un arbre sombre, près de la guérite du gardien. Catherine faillit crier, mais la main lui couvrit la bouche. « Madame Catherine, c'est moi, l'agent de tout à l'heure. » L'homme corpulent halétait. Son visage était couvert d'égratignures et de suie, et dans ses bras, enveloppé dans sa grande veste de sécurité, se trouvait une petite silhouette tremblant violemment. « Maya !» murmura Catherine.
Les larmes coulèrent instantanément. Elle prit le petit corps. Maya ne criait pas. L'enfant était en état de choc grave. Ses yeux étaient vides. Il ne fixait que le feu. Ses doigts serraient si fort la veste de Catherine que cela lui faisait mal. Mais Maya ne rejeta pas l'étreinte de Catherine. Pour la première fois de sa vie, Maya posa sa tête sur la poitrine de Catherine, cherchant protection. J'ai sorti la petite Maya par la porte de derrière, juste avant qu'il ne répande l'essence, murmura l'agent en tremblant. Madame, Monsieur Robert a lui-même répandu l'essence dans la chambre de la petite Maya. C'est un fou, un vrai démon. Catherine serra fort Maya contre elle et embrassa les cheveux de la petite fille qui sentait la fumée. Merci, vous nous avez sauvé la vie. Nous devons le signaler à la police. Là, l'agent voulut se lever. Non, l'arrêta fermement Catherine. Elle regarda Robert, qui continuait de jouer la comédie au loin. Les secouristes le soutenaient maintenant. Regardez-le, il contrôle le récit. Si nous nous montrons maintenant, qui retournera la vérité? Il dira que j'ai enlevé Maya et que j'ai incendié la maison. Il a de l'argent, des relations. Il connaît des gens dans ce commissariat. Alors, que faisons-nous? Une berline noire s'approcha lentement d'eux et s'arrêta juste à côté de leur cachette dans l'obscurité, là où la lumière des lampadaires n'atteignait pas. La vitre arrière s'abaissa lentement. Un homme au visage dur, portant des lunettes à monture épaisse, les regarda. Son visage ressemblait à celui de Maya, les traits de la famille de sa mère biologique, Nicolas Varga. « Montez !» ordonna brièvement Nicolas. Sa voix était froide, mais ses yeux s'embuèrent de larmes en voyant sa nièce en sécurité. Catherine regarda l'agent. « Venez avec nous, monsieur. Vous êtes le témoin clé. Si vous restez ici, Robert vous trouvera et vous tuera. » L'agent monta sans hésiter, et tous les trois s'installèrent dans la voiture. Dans la voiture insonorisée et climatisée, l'atmosphère était complètement différente du chaos extérieur. Nicolas prit immédiatement Maya et serra sa nièce dans ses bras avec des sanglots étouffés. « Pardonne-moi, ma puce. Je viens juste d'arriver. » Catherine s'assit à l'avant, sur le siège passager. Elle regarda dans le rétroviseur. Elle vit que Robert jouait toujours à s'évanouir devant l'ambulance, profitant de la sympathie des voisins. Robert pense qu'il a gagné. Robert pense que Maya et Catherine ne sont plus que des cendres sous les décombres. « Laissons-le savourer sa victoire ce soir » dit froidement Catherine. Son regard se fixa sur la silhouette de son mari qui s'éloignait dans le miroir alors que la voiture s'éloignait. « Vous avez les preuves » demanda Nicolas en essuyant ses larmes. « Toutes » répondit Catherine en tapotant sa poitrine, là où se trouvait la clé USB et la carte mémoire. Les enregistrements audio, la vidéo de la vidéosurveillance des abus, le testament original de Cécile et son témoignage vidéo, plus le témoignage de l'agent. Nicolas hocha la tête, la mâchoire serrée. « Je prépare déjà l'équipe d'avocats et les médias, mais nous n'attaquerons pas par la voie juridique lente et habituelle. Nous utiliserons la méthode qu'il a lui-même utilisée pour détruire ma sœur. Le tribunal de l'opinion publique, » termina Catherine. « Exactement. Demain matin, quand il se réveillera en pensant qu'il est un veuve riche et libre, nous nous assurerons que toute la France connaisse son vrai visage, avant même qu'il ne puisse boire son café. » Catherine demanda le téléphone de Nicolas, ouvrit le brouillon de sa série de publications qu'elle avait préparée à l'épicerie. Elle ajouta une dernière photo, celle de la maison en feu au loin, qu'elle venait de prendre par la fenêtre de la voiture. Elle modifia légèrement le texte. « Il a incendié la maison pour effacer ses traces. Il pensait que nous étions mortes, mais il a oublié que le feu ne peut pas brûler la vérité. » Robert Horvat, la partie est terminée. Catherine appuya sur le bouton d'envoi. La voiture noire fila dans la nuit. Les victimes s'étaient enfuies, devenues maintenant des chasseurs. Au loin, le feu brûlait encore. Mais le vrai feu, celui de la fureur d'une mère, venait de s'allumer, et cette fois, aucune eau ne pourrait l'éteindre. Le lendemain matin, le ciel de Paris était gris, comme s'il compatissait à la tragédie qui avait frappé la famille du jeune homme d'affaires, Robert Horvat. Dans le hall de l'hôpital privé où Robert était soigné, des dizaines de journalistes s'étaient rassemblés. Les caméras tournaient, les flashs crépitaient aveuglément. Robert était affalé dans un fauteuil roulant, vêtu d'une blouse d'hôpital, un bandage au bras. Une blessure mineure qu'il s'était faite en essayant de sauver sa famille. Son visage était bouffi. Les fausses larmes coulaient parfaitement sur ses joues. À côté de lui, Madame Aurore était assise, serrant un mouchoir, sanglotant de façon dramatique. Ils perfectionnaient leur jeu de scène mère-fils. « Non, je n'aurais jamais pensé que ma femme ferait une chose pareille, » dit Robert d'une voix tremblante dans les micros tendus vers lui. Catherine a eu des épisodes dépressifs par le passé, mais elle l'a caché.
Elle était obsédée par ma fille, Maya. Hier soir, elle s'est enfermée dans la chambre, a répandu de l'essence et a emporté mon unique enfant avec elle. Robert baissa la tête, ses épaules secouées de violents soubresauts. Le flash des caméras crépita encore plus fort. « Pardonne à papa, Maya. Papa a échoué, il n'a pas pu te protéger. » Un silence plein de sympathie tomba sur la salle. Quelques journalistes femmes essuyaient leurs larmes. Madame Aurore caressa le dos de Robert et regarda les caméras d'un air pitoyable. « S'il vous plaît, priez pour mon fils et ma petite-fille, et s'il vous plaît, pardonnez à ma belle-fille malade mentale. » Dans un coin se tenait Adrienne, qui s'était présentée comme son assistante personnelle, le visage triste. Bien que ses yeux brillaient de victoire, le scénario fonctionnait parfaitement. L'opinion publique était de leur côté. L'assurance et l'héritage étaient déjà à portée de main. Mais soudain, l'ambiance devint étrange. Les uns après les autres, les téléphones des journalistes sonnèrent. Ting ting! Le son des notifications retentit simultanément, comme un orchestre discordant. Au début, seules une ou deux personnes regardèrent leur téléphone, mais en quelques secondes, le chaos éclata. Les visages remplis de sympathie se transformèrent en stupéfaction, en confusion, puis en dégoût. Un journaliste senior d'une chaîne de télévision nationale leva la main, interrompant les faux sanglots de Robert. « Monsieur Horvat, sa voix était forte et tranchante. Vous avez dit que votre femme a incendié la maison et est morte avec votre fille. » Robert leva les yeux, légèrement confus par le changement de ton. « Oui, bien sûr, les pompiers cherchent encore leur reste. » « Alors, qui est cette personne qui diffuse en direct sur l'écran géant derrière vous ?» Le cœur de Robert lui monta à la gorge. Il se retourna vers l'énorme écran de télévision dans la salle d'attente du hall, qui diffusait habituellement les promotions de l'hôpital. L'écran montrait maintenant les nouvelles de dernière heure. Le bandeau était rouge et flamboyant. Les victimes de l'incendie ont survécu. Témoignage exclusif de la femme et de la fille du richissime homme d'affaires. Et à l'écran, il y avait Catherine, saine et sauve. Catherine était assise, le dos droit, dans un cabinet d'avocat. Son visage était propre, bien que l'on puisse encore voir la trace de l'ecchymose sur sa tempe. Sur ses genoux, Maya était assise calmement, serrant une nouvelle poupée. « Je suis Catherine. » La voix de Catherine à la télévision résonna, claire et dure, remplissant le hall de l'hôpital. « Et elle, c'est Maya. Nous n'avons pas brûlé. Nous avons échappé à la tentative de meurtre de mon mari, Robert Horvat. »« Mensonge !» hurla Robert, paniqué, oubliant sa jambe blessée. Il sauta de son fauteuil roulant. C'est une vidéo truquée. Un deepfake éteignait la télé. Mais personne ne l'écoutait. Les journalistes pointaient maintenant leur caméra sur le visage blême de Robert. À l'écran, la vidéo changea. Ce n'était plus le visage de Catherine que l'on voyait, mais un enregistrement de caméra de sécurité en noir et blanc. Des halètements se firent entendre dans la salle. Sur la vidéo, on voyait clairement la silhouette de Robert sans masque. Puis il mettait le masque et entrait dans la chambre de Maya. Il avait un couteau à la main, portait un masque de fantôme. Il terrorisait la petite fille. Le son original de l'enregistrement fut diffusé à plein volume. « Souviens-toi, si cette femme s'approche de toi, tu dois crier. Sinon, papa coupera le cou de ton ours en peluche. » La vidéo changea à nouveau. Cette fois, c'était le témoignage de Cécile, la première femme décédée. « C'est Robert qui m'a poussée dans les escaliers. Il en veut à la fortune de Maya. » Le monde de Robert s'effondra en quelques instants. La sympathie de la foule se transforma en rage. « Meurtrier !» cria un visiteur de l'hôpital. « Psychopathe !» ajouta un autre journaliste. Robert recula. Une sueur froide recouvrit son corps. Il regarda Madame Aurore, mais sa propre mère fixait l'écran, bouche bée. Son visage était aussi blanc qu'un cadavre. Même Adrienne avait disparu, s'enfuyant au milieu du chaos. « Non, c'est un malentendu, je ne faisais que discipliner ma fille » hurla Robert. Ses yeux cherchaient une issue. Soudain, la porte principale du hall s'ouvrit en grand. Catherine entra. Elle n'arrivait pas par l'écran. Elle était là en personne, accompagnée de Nicolas Varga et d'une troupe de policiers en uniforme. Les pas de Catherine claquèrent fermement sur le sol en marbre, tandis que les battements de cœur de Robert ralentissaient. Au centre des caméras se tenait Robert, terrifié, et Catherine, qui ressemblait à une déesse vengeresse. « Bonjour, mon chéri », salua froidement Catherine. Elle s'arrêta à 3 mètres de Robert. Pas de larmes, pas de peur, juste un regard perçant qui transperçait l'âme. « Comment s'est passée ta comédie ? Dommage que les spectateurs n'aient pas aimé la fin. Espèce de vipère !» gronda Robert. Son visage était rouge de honte et de colère.
Le masque du mari parfait était tombé en morceaux. Sa vraie nature, impulsive et violente, s'était révélée. Robert s'élança pour étrangler Catherine. Il avait oublié qu'il y avait des dizaines de policiers. Boum! 2 policiers attrapèrent immédiatement Robert, lui tordirent les bras dans le dos et le plaquèrent au sol. Son beau visage heurta le sol froid de l'hôpital. Les menottes cliquetèrent, emprisonnant ses poignets. « Lâchez-moi. Je suis Robert Horvat, je suis riche. Vous ne savez pas qui je suis. » Robert se tordait comme un fou, tout en désignant continuellement Catherine. Nicolas fit un pas en avant et regarda Robert qui se débattait à ses pieds. « Nous savons qui vous êtes. Vous êtes suspecté de meurtre avec préméditation, de maltraitance d'enfants, d'incendie criminel et de falsification de documents. Et votre fortune est maintenant saisie. » Les policiers relevèrent Robert. En passant devant Catherine, Robert la regarda. Ses yeux étaient rouges, pleins de haine. « Je me relèverai, Catherine. Je ne te laisserai jamais vivre en paix, » menaça-t-il. Catherine sourit légèrement, se pencha un peu plus près et murmura si bas que seul Robert pouvait l'entendre. « Garde tes forces pour la prison, mon chéri. Maya se souvient déjà de tout. Elle se souvient que c'est toi qui as poussé sa mère dans les escaliers. Ta vie est finie. » Le visage de Robert devint complètement blanc. Son secret le plus profond était révélé. Ses jambes flageolèrent. Les policiers durent le traîner hors du hall, tandis que les cris de mépris de la foule et des milliers de flashs accompagnaient sa chute. Madame Aurore, qui était restée assise, pétrifiée, poussa soudain un cri hystérique et s'évanouit sur sa chaise. Elle ne pouvait pas supporter le fait que son fils en or soit un monstre et que la source d'argent se soit tarie. Catherine se tenait au milieu de la foule, prenant une profonde inspiration. L'air de l'hôpital, qui sentait les médicaments, semblait maintenant plus frais que celui de la villa de luxe d'autrefois. Un poids de 1000 tonnes venait de tomber de ses épaules. Elle regarda vers la sortie, où la voiture de Nicolas les attendait. Maya l'attendait là. La guerre était finie. La reine avait gagné sur l'échiquier. 6 mois s'étaient écoulés. Le son du marteau du juge résonna dans la salle d'audience bondée, clôturant définitivement le sombre chapitre du passé. Réclusion à perpétuité pour Robert Horvat. Pour le meurtre avec préméditation de Cécile, ainsi que pour la tentative de meurtre sur Catherine et Maya. Il n'y avait plus de sourire charmant, plus de costumes parfaitement coupés. L'homme fut traîné hors de la salle, menotté, tout en criant, blâmant tout le monde sauf lui-même, jusqu'à ce que le claquement de la porte en fer le sépare à jamais du monde extérieur. Le karma n'avait pas fait les choses à moitié. Adrienne, la fausse infirmière, fut arrêtée 1 semaine après les faits à l'aéroport, alors qu'elle tentait de fuir à l'étranger avec les bijoux volés dans le coffre-fort de Robert. Elle croupissait maintenant dans une prison pour femmes, ayant perdu sa beauté et sa liberté. Madame Aurore, la femme orgueilleuse qui méprisait autrefois Catherine, vivait maintenant seule dans un modeste appartement de location. La fortune de Robert avait été confisquée par l'État et restituée à Maya, son héritière légitime. Madame Aurore fut laissée sans un sou. Les dernières nouvelles disaient que le stress lui avait provoqué un léger AVC, et personne n'était là pour prendre soin d'elle. Mais Catherine ne se souciait plus de leur sort. Pour elle, il n'était plus que la poussière du passé, emportée par le vent. Cet après-midi-là, la lumière orangée du soleil couchant filtrait par la fenêtre de la cuisine d'une simple maison de campagne. Cette maison n'était pas aussi somptueuse que le palais de Robert autrefois. Elle n'avait pas de grande piscine, de colonnes de marbre, ni d'agents de sécurité au visage dur. Mais cette maison avait quelque chose qui manquait à l'ancienne. La chaleur. Catherine coupait des pommes à la table de la salle à manger. L'uniforme de bureau rigide avait disparu. Elle portait maintenant une robe à fleurs confortable. Son visage était plus frais et plus plein. « Maman !» entendit-on un cri joyeux de l'arrière. Maya entra en courant, pieds nus et couvert de terre, agitant une feuille de dessin dans sa main, les joues rouges de soleil. Ses yeux brillaient de vie. Aucune trace du regard vide et terrifié d'il y a 6 mois. « Maman, regarde ce que j'ai dessiné de nous !» dit Maya avec enthousiasme, tendant le papier à Catherine. Catherine prit le papier, et son cœur se remplit instantanément de chaleur. Elle se souvint du dessin de la méchante maman avec la bouche noire et les longs bras qu'elle avait trouvé le premier mois. Ce dessin était maintenant remplacé par autre chose. Sur ce papier, Maya avait dessiné 3 personnes sous un soleil souriant. Au milieu se tenait Maya, à gauche un homme à lunettes, et à droite une femme aux cheveux longs. La silhouette féminine portait une robe colorée, avec un énorme cœur sur la poitrine. Et en dessous, il était écrit, avec des crayons de couleur, « La nouvelle famille de Maya ». « C'est magnifique, mon trésor », la complimenta sincèrement Catherine,
en essuyant la tache de terre sur le visage de Maya. « Et qui est cet homme à lunettes ?»« C'est oncle Nicolas. » Maya hocha la tête avec enthousiasme. « Oui, parce qu'oncle Nicolas a promis qu'on ferait voler un cerf-volant cet après-midi. » À ce moment précis, la sonnette retentit. Catherine sourit et alla ouvrir la porte. Nicolas Varga se tenait là, un sac en papier à la main, rempli de croissants frais, et il avait apporté un grand cerf-volant en forme d'aigle. L'homme sourit maladroitement mais chaleureusement. Au cours des 6 derniers mois, Nicolas n'avait pas seulement été leur avocat, qui avait géré la récupération de la fortune de Maya, mais il était aussi devenu une figure protectrice pour elles deux. Leur relation s'était construite lentement, respectueusement, mais sûrement, sur des bases de confiance. « Êtes-vous prête pour le vol de l'aigle » demanda Nicolas à Maya, qui se précipita immédiatement vers lui et lui entoura les jambes. « Je suis prête, capitaine » cria Maya. Tous les trois s'assirent sur la terrasse arrière de la maison et profitèrent du coucher de soleil. Maya courait et poursuivait le cerf-volant, qui montait de plus en plus haut. Catherine était assise dans une chaise en osier, sirotant son thé chaud. Nicolas s'assit à côté d'elle. « Elle est complètement guérie » murmura doucement Nicolas. Son regard ne quittait pas Maya. « Merci, Catherine. Tu lui as sauvé la vie et l'âme. Cécile doit sûrement sourire de là. Oh !» Nicolas glissa lentement sa main jusqu'à ce que le dos de sa main touche celle de Catherine sur l'accoudoir de la chaise. Catherine ne la retira pas. Elle laissa le contact. Après un long moment où son cœur avait été gelé par le traumatisme, elle commençait maintenant à sentir l'étincelle chaude de l'espoir. « Maman, oncle Nicolas, regardez comme il est haut !» cria joyeusement Maya, en montrant le cerf-volant qui dansait dans les airs. Catherine se leva et se dirigea vers Maya. « Viens, ma puce, le vent a encore décoiffé tes cheveux, » dit-elle doucement. C'était comme un déjà-vu. Tout comme au début, Catherine tendit la main pour arranger les cheveux de Maya. Mais cette fois, il n'y eut pas de cri hystérique, pas de corps tremblant qui reculait, pas de peur. Maya resta silencieuse, ferma les yeux et laissa les doigts de Catherine caresser doucement ses cheveux. Une fois ses cheveux en ordre, Maya se retourna et entoura la taille de Catherine de ses petits bras. Elle la serra fort contre elle. « Merci, maman » murmura Maya, enfouissant son visage dans le ventre de Catherine. « Je t'aime, maman. » Les larmes de bonheur coulèrent sur le visage de Catherine, mais c'étaient maintenant des larmes de joie. Elle rendit l'étreinte et embrassa le sommet de la tête de l'enfant qui était maintenant officiellement sa fille, devant la loi et dans son cœur. « Maman t'aime très fort aussi, pour toujours. » Dans le ciel qui s'assombrissait, la première étoile apparut et brilla de 1000 feux, prenant la place de l'obscurité des nuits précédentes. La tempête était terminée. La maison de l'enfer avait brûlé jusqu'aux fondations, et de ses cendres était née une petite famille, mais pleine d'amour. Catherine sourit.